Il est 7h46. Le petit déjeuner politique ce matin, c'est Yann Brossa, porte-parole du PCF et maire adjoint de Paris en charge du logement. Oui, bonjour Yann Brossa. Bonjour. On va parler dans un instant d'une forme de délivrance attendue mercredi avec la réouverture progressive, mais également des questions de sécurité qui s'invitent dans la campagne des régionales. Avant ça, le conflit israélo-palestinien. Ce week-end, il y a eu plusieurs rassemblements de soutien aux Palestiniens, malgré les interdictions. Fabien Roussel, votre patron au PC, était présent à un rassemblement justement de soutien à Lille. Était-ce vraiment responsable de le faire ? D'abord, Fabien Roussel était présent effectivement au rassemblement de Lille, qui était un rassemblement autorisé, qui n'était pas, contrairement à la manifestation parisienne, interdit. Non, je pense que Fabien Roussel a raison d'être là et d'en appeler à la solidarité avec le peuple palestinien, parce que ce qui se passe dans ce côté-là du monde est absolument monstrueux. On en est quand même, côté palestinien, à 200 morts, dont une cinquantaine d'enfants, et une voix de la France qui, dans cette affaire, est totalement absente. Donc je pense effectivement qu'il y a besoin que la France parle, que la France mette Israël face à ses responsabilités. On a un cycle de violence qui est devenu insupportable, et donc je pense que la solidarité doit être de mise. Oui, il y avait le drapeau israélien et une croix gammée dans ce rassemblement du côté de Lille. Vous condamnez ? Moi, je condamne absolument toute forme d'antisémitisme. Je suis moi-même juif et issu d'une famille de déportés. Simplement, ce que je n'accepte pas, c'est qu'on nous dise, au fond, que toute personne qui conteste la politique d'extrême droite de Benjamin Netanyahou serait au fond un antisémite. Ça n'est pas la réalité. On peut tout à fait être à la fois très mobilisé contre l'antisémitisme et refuser la politique de colonisation qui est la politique menée par Benjamin Netanyahou. Parce que quand même, le fond de l'affaire, au-delà des manifestations, au-delà de tel ou tel drapeau dans une manifestation, c'est qu'on a un peuple, qui est le peuple palestinien, qui est un peuple privé d'État. Combien de peuples accepterait d'être privé de la possibilité de disposer d'un État. Un peuple qui vit un martyre sans fin, confronté à une colonisation permanente. Quand vous voyez ces familles de Jérusalem-Est qui sont chassées de chez elles, pour être remplacées par des familles de colons israéliens. Parce qu'il n'y a pas de titre de propriété selon les lois qui ont été mises en place. Mais bon, des familles qui sont là depuis des dizaines d'années et auxquelles on dit vous partez d'ici et vous êtes remplacés par des familles de colons. Qui accepterait ça ? Est-ce que j'accepterais moi qu'on me chasse de ma maison pour me remplacer par une autre famille ? Évidemment non. Et donc le rôle de la communauté internationale aujourd'hui, c'est de dire il faut la paix. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait deux États. Et pour qu'il y ait deux États, il faut le démantèlement des colonies. Parce qu'il n'y aura pas d'État palestinien sans démantèlement des colonies israéliennes. Oui. Mais est-ce que la France doit vraiment faire entendre sa voix, sachant évidemment qu'il y a aussi toujours des risques d'importation de ce conflit sur notre territoire, Yann Brossa ? Mais évidemment que la France doit parler. D'ailleurs, on parle beaucoup d'importation du conflit sur le territoire français. Quand le maire de Nice, Christian Estrosi, met le drapeau israélien sur sa mairie, est-ce que quelqu'un lui reproche d'importer le conflit ? Personne. On n'en parle que dans un sens et pas dans un autre. Donc ce que je dis, c'est que la France, elle doit porter une parole claire, qui est une parole de paix, et la paix, elle passe par la création de deux États souverains. La Palestine ne peut pas être un peuple sans État, ça n'est pas possible. Venons-en maintenant, Yann Brossa, au J-2 avant la réouverture progressive, commerce non essentiel, terrasses qui vont pouvoir donc ouvrir mercredi. Est-ce que tout est prêt du côté de la ville de Paris pour les extensions de terrasses notamment ? Alors payant ou pas finalement ? Non, pour l'instant, pas payant, parce que nous sommes conscients des très grandes difficultés auxquelles ont été confrontés les commerçants depuis maintenant un peu plus d'un an. Et on a besoin des commerçants, parce que c'est aussi ce qui permet à une ville de vivre. Donc nous allons continuer avec les extensions de terrasses, en veillant néanmoins à ce que les choses se passent bien pour les riverains, parce que évidemment j'entends aussi un certain nombre de riverains qui craignent le bruit engendré par ces terrasses, et on peut imaginer que les gens vont vouloir profiter de ces espaces de liberté. Donc il y a besoin de terrasses, il y a besoin qu'elles restent gratuites encore quelques temps pour éviter de trop plomber les commerçants, mais il y a aussi besoin que les commerçants fassent preuve d'un sens des responsabilités. Oui, est-ce qu'il faut rouvrir aussi les boîtes de nuit cet été, comme le demandent un certain nombre de villes, notamment de villes littorales, les stations balnéaires, pour des questions de sécurité. Ça dépendra évidemment des conditions sanitaires. Ce que je pense de toute façon, mais ça vaut pour les boîtes de nuit comme pour d'autres secteurs, c'est que tout ça est conditionné à la vaccination et à l'accélération du processus de vaccination. Or, le problème, c'est que pendant des mois,
La France a vacciné à la vitesse d'un escargot qui aurait perdu le sens de On l'orientation. va être à 30 millions quand même, mi-juin, là. A priori, 20 millions aujourd'hui. On a vacciné en 4 mois et demi 20 millions de personnes, pour ce qui concerne la première dose, alors qu'aux États-Unis, en un mois, on a vacciné 100 millions de personnes. Donc je veux bien que Jean Castex se réjouisse de l'allure à laquelle on vaccine. D'autres ont vacciné beaucoup plus vite que nous, y compris d'ailleurs la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Donc la clé pour qu'on puisse revivre libre, c'est d'accélérer le processus de vaccination. Si on accélère le processus de vaccination, si davantage de gens sont immunisés, évidemment qu'on pourra ouvrir de nouveaux secteurs. Dans ces conditions, il faudra justement un pass sanitaire alors pour aller dans ces discothèques s'il y a vaccination ou pas? Moi, je n'ai pas d'hostilité de principe, je le dis à titre personnel, au pass sanitaire. Simplement, la condition pour que ce soit juste, c'est que tous ceux qui souhaitent se faire vacciner aient pu se faire vacciner. Sinon, ça veut dire qu'on fait les choses à l'envers. D'abord, il faut vacciner, permettre à tous ceux qui le souhaitent de l'être. Ensuite, on pourra discuter d'un pass sanitaire. Mais discuter d'un pass sanitaire alors même que tout le monde n'a pas été vacciné ou que tout le monde ne se l'est pas vu proposer, ça ne serait pas juste. Oui, venons-en à la campagne de la présidentielle, bien sûr dans un an, et puis d'ici là aussi des régionales. Alors Fabien Roussel, le secrétaire national du PC, a été désigné candidat par le parti pour l'élection de 2022. Est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'au bout? Vous ne voulez pas entendre parler d'union de la gauche alors? D'abord, bien sûr que Fabien Roussel ira au bout, je le soutiens à 100%, je participe activement à sa campagne parce que je pense qu'on a besoin de faire entendre une voix différente dans cette campagne des élections présidentielles, la voix d'une gauche populaire qui remet la question sociale au cœur du débat, qui parle du SMIC, qui parle des salaires, qui parle du pouvoir d'achat, autant de questions dont on parle peu dans le débat politique. Fabien Roussel le fait et donc je le soutiens. Oui, donc alors l'union de la gauche, c'est mort ou pas? Moi je ne pense pas que Il y a une réunion là, mercredi, le 24, un petit peu plus tard, le 24 mai, sous l'impulsion. Toutes les semaines. Moi je pense que le principal problème de la gauche, c'est pas sa division. Le principal problème de la gauche, c'est qu'elle ne parle pas des sujets qui intéressent les catégories. Oui, mais quand même, populaires. quand il y a union, par exemple, vous êtes adjoint d'Anne Hidalgo, vous êtes du PC, vous êtes avec une maire PS, quoi. Oui, donc ça peut fonctionner, non? Ça permet de fonctionner à l'échelle locale, à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, la gauche a toujours eu plusieurs candidats à l'élection présidentielle. On a célébré les 40 ans de 80. En 80, il y avait Mitterrand qui était candidat, puis il y avait Georges Marchais qui a fait 15% au premier tour. On se souvient quand il y a eu beaucoup de candidatures de Lionel Jospin qui a été éliminé au premier tour. Aussi. Sur fond de grande déception provoquée par la gauche. Donc parlons du fond. Moi j'en ai ras-le-bol de cette gauche qui ne parle que de tactique, qui parle d'union pour ne pas parler du fond. Moi, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que Fabien Roussel, démarche plutôt inhabituelle à gauche, a parlé sécurité. Il a voulu mettre l'accent sur la sécurité. Alors pourquoi? C'est pas dans vos gènes traditionnels, ça, si je puis dire. Mais heureusement qu'il l'a fait. Heureusement qu'il l'a fait. Vous savez, moi j'ai encore passé une heure avec des habitants d'une cité Porte de la Chapelle dans le 18e arrondissement chez moi, là où je suis élu. Dans les quartiers populaires, les habitants des quartiers populaires, ils n'en peuvent plus de l'insécurité et de la délinquance. Donc quand on est de gauche, quand on s'intéresse aux conditions de vie concrètes de ceux qui sont dans ces quartiers populaires, on doit parler de sécurité, on doit parler de ces sujets. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de sujet dont on n'aurait pas le droit de parler. Donc je sais bien que ça peut énerver 3-4 belles âmes ici ou là. Moi j'assume, quand on est de gauche, on défend la sécurité partout et pour tout le monde. Oui, donc vous n'êtes pas d'accord avec Éric Dupond-Moretti qui dit c'est un sentiment, mais l'insécurité n'existe pas. Oui, je schématise, mais c'est un peu ce qu'il disait. Évidemment que l'insécurité est une réalité. Et d'ailleurs, ces gens qui nient l'insécurité, quand ils sont confrontés à des gens qui concrètement souffrent de l'insécurité, qu'est-ce qu'ils leur disent? Qu'ils la fantasment à l'insécurité? Vous avez vu cette assistante sociale, mercredi dernier, dans l'Aube, qui a été tuée alors qu'elle était chez quelqu'un, qu'elle faisait son travail? C'est normal? On devrait accepter ça? Évidemment que non. Donc l'insécurité, c'est un combat majeur. Ce sera un sujet des élections présidentielles et Fabien Roussel s'en empare et il a raison. Et vous, ça passe par quoi alors? Par plus de déploiement de policiers également dans les quartiers, sur le terrain? Évidemment qu'on a besoin d'avoir davantage d'effectifs policiers dans nos quartiers parce que ce que nous vivons concrètement dans les quartiers populaires, c'est une disparition de la police. Il n'y a plus de policiers. Aujourd'hui, vous avez des habitants qui appellent le 17 et personne n'arrive. Pas parce que les policiers ne veulent pas faire leur travail, ils veulent le faire correctement, mais parce qu'il n'y a pas les effectifs nécessaires. Donc ce que nous proposons, nous, effectivement, c'est une police de proximité de 30 000 hommes, 30 000 hommes et femmes. Ça suppose évidemment de les embaucher parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron dit partout qu'il crée des postes de policiers. La réalité, c'est qu'à la fin de son mandat,
on aura à peine recréé les postes de policiers, les 13 000 postes de policiers qui auront été supprimés par Nicolas Sarkozy. Vous participerez au rassemblement mercredi en soutien justement aux policiers tués à Avignon. Bien sûr, le Parti communiste y sera. Nous défendons toujours les fonctionnaires et en l'occurrence, les fonctionnaires de police méritent d'être défendus parce qu'ils font un travail difficile. Est-ce que c'est la place des ministres de se lancer dans les régionales? Donc Gabriel Attal, Emmanuel Vargon, Éric Dupond-Moretti? C'est leur droit, c'est pas moi qui vais leur reprocher de se confronter au suffrage universel, surtout que certains ne l'ont jamais fait de leur vie. Si ça leur permet d'être un peu plus conscients à l'occasion de cette campagne de la vie qu'ils font vivre à des millions de Français, tant mieux. Peut-être que ça les replongera face à un certain nombre de réalités qu'ils ont ignorées jusque-là. Je le souhaite en tout cas. Oui. Dernière question avec Cécile Duménibus, Yann Brossard. Oui, c'est une journée importante puisque c'est la journée mondiale contre l'homophobie, la transophobie et la biphobie. Quel bilan vous tirez justement de toutes ces luttes contre les haines et les discriminations envers les LGBT? Il y a des combats qui ont été gagnés ces dernières années et des batailles victorieuses qui aujourd'hui sont rentrées dans les mœurs. Je pense notamment au mariage pour tous. Personne aujourd'hui n'irait contester cette réalité. Ça prouve que quand les politiques vont au bout, quand ils mènent des réformes, eh bien, il arrive que les réformes s'installent et puis elles finissent par devenir une évidence pour tout le monde. Ça veut dire que c'est un bon bilan quinquennal quand même? En l'occurrence, le mariage pour tous, c'était le quinquennat précédent. Oui, mais Elisabeth Moreno fait un travail important. Bien sûr. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit un combat qui transcende les clivages et qu'on puisse mener ensemble. Effectivement, vous avez raison. Et en tout cas, les choses avancent. Et je trouve que si dans ce secteur-là, ça avance, on devrait pouvoir y arriver dans d'autres domaines. Merci Yann Brossard, porte-parole du PC, maire adjoint de Paris en charge du logement. On n'a pas évoqué le logement. Je pense qu'on y reviendra dans quelques semaines, plaisir. Évidemment aussi avec la reprise ou pas, et notamment les questions touristiques avec Airbnb du côté de la capitale. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas,